Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous savoir si nombreux connectés pour nous suivre ce matin. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence de rentrée organisée par le groupe Mascar. Alors, contrairement à notre dernier rendez-vous de juillet, souvenez-vous, il faisait suite au choc de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas parler ce matin beaucoup de politique française. On va laisser notre nouveau Premier ministre constituer son gouvernement. On ne va pas non plus beaucoup parler de fiscalité, puisqu'à ce stade, les nouvelles ne sont pas importantes. On va aussi là attendre les mesures des lois de finances et celles que prendront le gouvernement pour les évoquer avec vous. Ce matin, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de refaire un tour d'horizon de la situation macroéconomique mondiale et de l'impact sur les marchés financiers que l'on peut attendre pour les prochains mois. Alors, pour cela, je suis accompagné, comme d'habitude, de Damien Charlet, qui est directeur de la gestion sous mandat chez Mandarine Gestion. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Et avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions, si vous en avez, en utilisant le bandeau qui est à droite de votre écran, et nous tenterons d'y répondre soit directement dans cette vidéo en fin de présentation, soit par email si le temps ne le permet pas. Alors Damien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler ce que l'on s'était dit en janvier, au début de l'année, dans notre vue des marchés, et ce qu'il s'est passé sur les marchés dans ces premiers 8 mois de l'année? Bien sûr. Alors, effectivement, rappelons quelle était notre position au début de l'année pour pouvoir mettre en perspective l'évolution de notre stratégie. Alors, au début de l'année, vous vous souvenez que le consensus était assez large pour prévoir un atterrissage en douceur de l'économie américaine, ce qui était un peu le scénario idéal. C'est un scénario qui était tout à fait possible, mais ambitieux, puisque, rappelons-le, quand les banques centrales montent les taux d'intérêt, c'est assez rare qu'elles arrivent à bien gérer leur hausse de taux d'intérêt de telle manière à ce que l'inflation ralentisse, mais que ça ne provoque pas une récession. Donc, ça nous paraissait un petit peu ambitieux, surtout que les multiples de valorisation de l'époque reposaient sur des prévisions de croissance de bénéfices, là aussi relativement optimistes, ce qui nous amenait à proposer une légère sous-pondération de la poche action dans une position d'attente. Et en revanche, on proposait de largement privilégier le marché obligataire, sachant que pour nous, le sens de l'histoire, c'était un ralentissement économique, un ralentissement de l'inflation, qui était une grosse conviction déjà depuis un certain nombre de trimestres, et que ralentissement de l'inflation signifiait baisse des taux d'intérêt, et donc une situation et un contexte très favorable pour le marché obligataire. Alors, au final, depuis le début de l'année, on a une progression des indices actions qui est tout à fait correcte, puisque vous voyez là qu'on a des marchés américains qui sont en hausse de plus de 10%. Vous avez des marchés asiatiques, alors très largement tirés par l'Inde, mais qui sont en hausse de 7%. Et vous avez des marchés européens qui sont un peu plus en demi-teinte, avec un CAC 40 qui, lui, est en baisse depuis le début de l'année, et un marché européen qui est en légère hausse de l'ordre de 5%. Alors, le marché, une première remarque, c'est que les marchés américains sont les meilleurs de la classe. J'allais dire, malheureusement, c'est une situation qui se reproduit assez fréquemment, mais sont les premiers de la classe parce qu'ils ont été tirés par les valeurs technologiques, donc une hausse très concentrée aux États-Unis, et des marchés européens qui manquent un peu de valeurs technologiques et qui sont plus sensibles aux valeurs d'exportation, à l'industrie et au marché chinois. Et dernière remarque, par rapport à notre date de dernière conférence qui était le 24 janvier, on obtient des performances un peu inférieures aux performances depuis le début de l'année, puisqu'on est un peu supérieur, sur la partie européenne. On est à 4% sur l'Eurostoxx, à 0 sur le CAC 40, à 12 sur le S&P, à 0 sur le Nikkei et à 12 sur l'Asie hors Japon. Sur la partie obligataire, écoutez, on a des performances qui sont tout à fait satisfaisantes sur 2024, puisqu'on est maintenant sur toutes les classes obligataires revenues en territoire positif, avec des obligations d'État à 1,5%, des obligations investment grade, c'est-à-dire de grandes entreprises, à plus 3%, et des obligations à haut rendement à plus 6%. Donc on a des performances des marchés obligataires qui sont équivalentes à certains marchés actions, mais ceux avec beaucoup moins de volatilité. Alors, le sujet numéro 1, qui était le sujet numéro 1 de 2023 et de 2022, et qui est resté un sujet sur les 9 premiers mois de l'année 2024, c'est
évidemment l'inflation et les répercussions que peuvent avoir l'inflation sur les taux d'intérêt. Alors, on a intitulé cette partie soulagement. Donc, on a déjà un peu déjà défloré le sujet, mais vous voyez sur le graphique de gauche qui représente l'inflation aux États-Unis en zone euro que l'inflation a très très nettement baissé et que cette baisse s'est poursuivie en 2024 et qu'elle s'est même un petit peu accélérée ces derniers mois pour atteindre en zone euro 2,2 et aux États-Unis 2,9. Donc, on n'est pas très très loin des objectifs des banques centrales qui sont 2%. Deuxième remarque, c'est que parmi les quelques éléments d'attention, on regarde, et les banques centrales regardent beaucoup l'inflation cœur. Alors l'inflation cœur, c'est l'inflation générale, moins l'alimentaire et l'énergie qui sont considérés comme étant plus volatiles. Et cette inflation cœur, elle est un petit peu supérieure à l'inflation globale puisqu'elle tourne autour de 3%, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Mais en tout cas, ces chiffres et l'orientation de ces chiffres ont mis les banques centrales dans une position beaucoup plus confortable par rapport à leur politique monétaire, puisque, on le rappellera, il est très délicat pour les banques centrales de baisser les taux d'intérêt pour éventuellement soutenir l'économie, si jamais il y a de l'inflation, puisque la baisse des taux d'intérêt a tendance à augmenter la demande d'endettement et donc à augmenter les pressions inflationnistes. Donc, pour que les banques centrales puissent baisser les taux d'intérêt, il faut que l'inflation baisse. Alors, donc, les banques centrales considèrent aujourd'hui que la bataille est presque gagnée contre l'inflation. Donc, elles sont beaucoup plus confortables. En revanche, il reste quelques petits éléments d'attention. Alors, aux États-Unis, le principal élément d'attention, c'est le marché immobilier et notamment le marché des loyers. Dans les calculs d'inflation aux États-Unis, l'immobilier est une grosse partie, puisque ça représente pas loin de 35% du calcul d'inflation aux États-Unis. Et pour l'instant, le marché immobilier et l'inflation du marché immobilier résistent un peu trop bien par rapport à l'inflation globale. Vous voyez que, par exemple, sur les loyers pour les résidences principales, on est encore sur des niveaux d'inflation qui sont supérieurs à 5% aux États-Unis. Alors évidemment, on se posera la question de si jamais la Banque centrale américaine baisse ses taux d'intérêt, est-ce que ça ne va pas faire repartir immédiatement l'inflation dans l'immobilier? Donc ça, c'est un premier sujet d'intention aux États-Unis. Et le deuxième sujet, c'est que si les républicains venaient à être élus au moment des élections présidentielles aux États-Unis au mois de novembre, clairement, les républicains, et en particulier Donald Trump, ont une politique qui potentiellement peut être inflationniste, puisque leur politique essentiellement repose sur des baisses d'impôts et de la relance économique, l'objectif étant tout pour l'économie américaine. Donc, un gouvernement républicain pourrait être inflationniste. En ce qui concerne l'Europe, là où les banques centrales font attention, c'est sur la partie services. En zone euro, l'inflation des services demeure trop élevée. Vous voyez que sur le graphique de droite, on est à 4,2% d'inflation sur les services. Et non seulement on est à 4,2%, mais cette inflation a eu tendance à remonter légèrement ces derniers mois. Et ça fait maintenant 4 mois que l'inflation des services est supérieure à 4%. Et l'inflation des services, clairement, c'est la conséquence directe des salaires. Et vous voyez sur les graphiques de gauche que l'inflation salariale en zone euro reste assez élevée. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que l'inflation salariale, ça correspond à du gain de pouvoir d'achat pour le consommateur européen. Vous voyez sur le graphique en bas à gauche, alors en haut à gauche, vous avez l'inflation nominale des salaires, donc c'est 3,7%. En bas à gauche, vous avez l'inflation réelle qui correspond à l'inflation des salaires nominales moins l'inflation. Et ça représente les gains de pouvoir d'achat. Et vous voyez que l'inflation réelle des salaires, elle est au-dessus de zéro. Ça veut dire que les salariés européens gagnent du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il n'en reste pas moins que l'inflation des salaires demeure un point d'intention parce qu'il ne faudrait pas que ça entraîne une poursuite de l'inflation des services qui, dans le pire des cas, générerait une boucle prix-salaire qui est exactement ce que la Banque centrale européenne ne veut pas voir. Alors, dernier élément, et là pour le coup qui est un élément plutôt, j'allais dire plutôt encourageant, c'est que sur la gauche comme sur la droite, vous avez l'évolution des prix
des matières premières dans le monde via, sur la courbe orange, un indice Bloomberg des 24 principales matières premières mondiales, où l'on s'aperçoit que depuis 2 ans maintenant, les 24 principales matières premières mondiales, alors ça comprend de l'énergie, mais ça comprend aussi des métaux, ça comprend des céréales. Bon, on voit que depuis 24 mois, cette inflation, ou en tout cas les prix sont à la baisse sur ces principales matières premières mondiales. On avait atteint un pic après le déclenchement de la crise ukrainienne, et depuis lors, ça fait que de baisser. Et sur la courbe bleue, vous avez le prix du pétrole. Et là aussi, vous voyez que le prix du pétrole est orienté à la baisse et est aujourd'hui sur les points les plus bas depuis 2 ans. On est même, ces graphiques qui sont pourtant assez récents puisqu'ils datent du début de cette semaine, le prix du pétrole est même passé brièvement sous les $70 avant-hier. Donc on a toujours un baril de Brent qui est sous pression. Et si vous regardez le graphique de droite qui sont les mêmes courbes mais sur un peu plus longue période, ben le constat c'est que les prix des matières premières ont déjà été à des niveaux largement inférieurs au niveau actuel. Et si on se concentre sur le pétrole, alors le pétrole, vous savez que ça a une importance toute particulière, notamment sur la consommation des ménages, puisque les ménages sont particulièrement sensibles, un, au prix de l'énergie, qui sont quand même très largement influencés par le prix du pétrole, et deux, ils sont aussi très sensibles au prix à la pompe. Et là aussi, évidemment, c'est une conséquence directe des prix du pétrole. Et vous voyez que depuis 2015, à chaque fois qu'il y a eu des ralentissements économiques, même en 2008, et bien à chaque fois qu'il y a eu un ralentissement économique, le prix du pétrole est passé sous les $50. Et très clairement, si ralentissement économique il devait y avoir, on peut pas éliminer l'hypothèse que le pétrole reviendrait à $50, ce qui serait un puissant moteur de déflation et en même temps un soutien à la consommation. Donc l'inflation est orientée à la baisse, on a des zones d'attention, mais on a également des éléments qui nous permettent de penser que potentiellement cette inflation peut continuer de baisser. Merci Damien, comme tu le dis, hein, on comprend bien que ces inquiétudes sur l'inflation qui ont quand même largement occupé la scène dans les 18-24 derniers mois suite au redémarrage de l'économie post-Covid, approchent désormais les objectifs des banques centrales, donc c'est probablement un peu moins le sujet des investisseurs. Maintenant, quel est le sujet qui les préoccupe et qu'est-ce qu'ils suivent pour orienter leurs investissements? Alors, maintenant que l'inflation semble être un sujet secondaire, évidemment, on revient sur la croissance économique fondamentalement. Alors, et la croissance économique, depuis 2 ans, et c'est déjà, enfin, c'est particulièrement visible depuis 2 ans, mais on sait que c'est très important déjà depuis plus que ça. La pierre angulaire de la croissance économique, c'est le consommateur. Et le consommateur, il est sensible à quoi? Il est sensible au salaire et à son pouvoir de consommation. On a repris ici la situation américaine, puisque on sait qu'évidemment on parle souvent du marché américain, parce que ça reste quand même le marché directeur et celui qui impacte le plus la croissance mondiale. On vient d'évoquer les salaires en Europe avec des hausses de salaires qui sont à 3,8% et des salaires réels qui sont en hausse. Aux États-Unis, on est un peu dans la même situation. On a des salaires en nominal, donc y compris l'inflation, qui sont en hausse encore de 3,8%, ce que vous voyez sur la courbe orange sur le graphique de gauche, avec des chiffres de hausse des salaires qui sont encore tombés cette semaine et qui ont montré même ce 3,8% représente un petit rebond par rapport au mois précédent. Et au niveau salaire réel, on est à peu près là aussi sur les mêmes niveaux qu'en Europe, avec des salaires réels qui sont en hausse de 0,7%. Donc, le consommateur américain, depuis fin 2022, début 2023, il gagne du pouvoir d'achat. Et ce gain de pouvoir d'achat, on le retrouve au niveau de sa confiance, puisqu'on a une confiance du consommateur qui est plutôt bien, qui reste assez solide aux États-Unis. Là, sur l'indicateur, on est à 100 sur le graphique de droite. Et on a même eu ces derniers jours un chiffre un peu plus récent qui a fait remonter la confiance du consommateur à 103. Donc, on a un consommateur américain qui demeure confiant,
avec un pouvoir d'achat en hausse. Et on le retrouve au niveau de sa consommation. Sur le graphique de gauche, vous voyez la consommation réelle aux États-Unis et en Europe. Alors, la consommation réelle, c'est la consommation en volume. Parce qu'évidemment, si on vous donnait la consommation en valeur avec une inflation à entre 2 et 8%, ça n'aurait pas beaucoup de signification. Mais la consommation en volume, qui est l'indicateur le plus puissant en ce qui concerne le comportement des consommateurs, ben vous voyez que après la grosse volatilité qu'il y avait eu au moment du Covid en 2020, donc il y a eu la grosse chute en Europe comme aux États-Unis au Covid et après suivi d'un très net rebond. Mais finalement, aux États-Unis, c'est la consommation réelle, elle est restée très dynamique après la correction post-Covid. Et la consommation réelle continue à augmenter depuis maintenant 2 ans aux États-Unis, poussée par des gains de pouvoir d'achat et par j'allais dire, un historique et une tradition aux États-Unis qui pousse la consommation. En zone euro, c'est beaucoup moins le cas. Vous voyez qu'après le rebond post-Covid, ben finalement, en volume, la consommation est restée atone. Mais on voit aussi qu'historiquement, la consommation en zone euro est beaucoup plus molle. Alors, sur le graphique de droite, on a mis une autre illustration pour montrer quel était le comportement des consommateurs européens. C'est l'évolution des crédits à la consommation. Et vous voyez, alors c'est sur longue période, donc il faut surtout regarder la partie droite de ces courbes. Vous avez en bleu les crédits à la consommation courts, donc inférieurs à 1 an, sur la partie orange de 1 à 5 ans, et sur la partie vert d'eau, j'allais dire, supérieur à 5 ans. Et depuis 3 ans, on voit qu'il n'y a pas de rebond dans le crédit à la consommation entre 2020 et 2023 sur la partie inférieure à 1 an. Il n'y a pas de rebond sur la partie 1 à 5 ans. Et la partie supérieure à 5 ans est toujours en hausse, mais la partie 1 à 5 ans, bon, c'est du plus long terme, et vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'inertie, donc elle a tendance naturellement à être en hausse. Mais le consommateur européen, clairement, il est plus prudent. Il est plus prudent à cause de la géopolitique. Il est plus prudent parce qu'en 2021 et 2022 et 2023, il a plus perdu en pouvoir d'achat que les Américains. Et donc, le consommateur européen, il a épargné, il a gardé un taux d'épargne élevé et il n'a pas augmenté le levier ni sa consommation. Donc, le consommateur européen est resté très prudent, il a une épargne élevée et en cas de ralentissement économique, il restera très solide. Aux États-Unis, ça a été très différent. Les Américains ont été tapés dans leur épargne. Vous voyez sur le graphique de gauche, qui, pour dire les choses simplement, représente le niveau d'épargne. Et vous voyez qu'après 2020, le niveau d'épargne des Américains a explosé à la hausse. Hein, et c'était vrai aux États-Unis, mais c'était vrai en Europe aussi. Mais très rapidement derrière, l'Américain a été puisé dans son épargne et a consommé et a augmenté son levier. Et d'ailleurs, on a eu cette semaine aussi des chiffres d'octroi de crédit à la consommation aux États-Unis. Et encore au mois d'août, on a eu un très net rebond du crédit à la consommation. Donc au mois d'août, les Américains ont continué de faire du crédit à la consommation pour continuer à consommer. Et dans les indicateurs qu'on regarde et qui sont des signes de fragilité, mais qui sont des signes de fragilité toutes relatifs, parce que c'est des signes qui existent déjà depuis, c'est des signes qu'on scrute déjà depuis 2 ans et qui se sont un petit peu dégradés depuis 2 ans, c'est qu'on voit que le taux de défaut américain sur les cartes de crédit, alors là, à droite, ce sont les taux de défaut sur toutes les banques et sur tous les types de crédits, et on voit que ces taux de défaut ont augmenté. Et bien que ces taux de défaut ont augmenté, bah pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait vu un changement de comportement du consommateur, ni un risque augmenté au niveau des banques. Donc, bah, c'est des éléments de fragilité qu'on regarde, mais qui pour l'instant ne se retrouvent pas du tout au niveau ni de la croissance économique américaine, ni du comportement du consommateur. Donc, toujours une très nette solidité des consommateurs américains. Et pour l'instant, ils gagnent du pouvoir d'achat. Donc, in fine, pas d'inquiétude particulière, même si là encore, on a quand même quelques éléments d'attention. Alors, la croissance économique. Donc, la croissance économique, comme on l'a mentionné, elle est très dépendante de la consommation du
des salariés. Quel signe nous donnent les chiffres de croissance économique? En zone euro, la croissance économique, elle est relativement faible. Vous voyez sur le graphique de droite, alors on ne le voyait peut-être pas parce que je pense que c'est peut-être un peu petit, mais la courbe bleue montre la croissance du PIB en zone euro sur longue période. Bon, la moyenne est relativement faible, puisqu'on est à 1,6% de croissance économique en zone euro sur longue période, ce qui est pas terrible. Et actuellement, la croissance économique en zone euro, elle est à 0,6%. Donc cette croissance, elle a rebondi, elle est supérieure à 0, mais elle reste relativement faible. Et les indicateurs avancés, qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Vous voyez que sur la partie manufacturière, et c'était déjà le cas en janvier, et c'est déjà le cas depuis pas mal de mois, sur la partie manufacturière, on est sur des niveaux très faibles, on est largement en dessous de 50. Je vous rappelle que 50, c'est ce qui fait la différence entre la contraction et l'expansion. Et sur la partie manufacturière, on est à 45, donc on est très clairement en contraction. En revanche, sur la partie service, on est à 53, donc on a une partie service qui résiste très très bien. Et c'est un peu l'illustration de ce qu'on voyait tout à l'heure sur la partie inflation de la partie service, c'est qu'il y a de la demande et l'activité est plutôt bonne sur la partie service. Et on rappellera que la partie service, c'est la partie évidemment la plus importante, parce que dans les économies occidentales, la partie service, c'est 70% de l'économie. Donc le plus important, c'est que la partie service se comporte bien et soit résistante. Donc sur la zone euro, bon, on a une situation de croissance molle, mais finalement une situation qui est assez résistante, avec une Allemagne qui est un petit peu en difficulté, certes, une France qui finalement va pas si mal, enfin qui d'un trimestre à l'autre assez fréquemment, j'allais dire, surprend positivement, même si elle surprend avec des croissances faibles qui sont comprises entre, on va dire, 0,1 et 0,4% d'un trimestre à l'autre. Finalement, la France résiste tant bien que mal, malgré son contexte géopolitique. L'INSEE pense qu'on aura 0,4% de croissance au troisième trimestre, grâce notamment aux Jeux Olympiques. Mais la France, finalement, résiste pas trop mal. Et puis, on a une Espagne qui va extrêmement bien et un Portugal qui se comporte assez bien aussi, et une Italie qui, finalement, avec un gouvernement qui surprend positivement également, une Italie qui s'en sort pas mal. Bon, donc l'Europe, c'est pas flamboyant, mais ça résiste plutôt bien. Bon, aux États-Unis, on a une croissance qui est très forte. On a une croissance à 3%. Vous voyez la courbe bleue sur le graphique de gauche. Donc, historiquement, une croissance économique américaine qui a surpris ces derniers trimestres et qui reste extrêmement résistante, et ceci grâce aux consommateurs. Mais maintenant, ce que les observateurs commencent à regarder, c'est qu'on a clairement un affaiblissement des indicateurs avancés sur la partie droite. Donc, sur la partie manufacturière, on a un peu la même situation qu'en Europe, c'est-à-dire un manufacturier qui est faible, qui est à 47, et une partie service qui est au-dessus de 50, mais qui là aussi s'affaiblit. Et au-dessus de 50, on ne va pas se mentir, sur les États-Unis, vous voyez que historiquement, les États-Unis ont plutôt tendance à osciller entre 52 et 55, 56. Donc à 51, on est quand même sur un indicateur avancé sur la partie service qui est un petit peu faible. Et si on fait la somme de ces deux indicateurs à 80-20, comme je l'ai mentionné, enfin 80-20 ou 70-30, on arrive sur un indicateur composite à 50,5, 51, qui correspond à un niveau de croissance économique plutôt faible, donc qui serait théoriquement inférieur aux 3% qui ont été enregistrés jusqu'à présent. Et donc, on a ce premier élément qui est l'indicateur ISM que beaucoup d'investisseurs regardent. Et la deuxième chose qui fait signer quelques clignotants orange, c'est le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, qui avait été extrêmement dynamique sur la période post-Covid, ce marché de l'emploi, il commence à se dégrader. Vous voyez sur la partie droite les créations d'emplois dans le secteur privé. Et si vous regardez les dernières barres sur juin, juillet et août, on a des créations d'emplois qui ont tendance à se dégrader, qui sont en permanence révisées à la baisse d'un mois sur l'autre, et qui aujourd'hui, si on fait la moyenne des 3 derniers mois, se situent aux alentours de 100 000 créations d'emplois par mois,
Alors, on était aux alentours de 200 à 300 000 depuis un certain nombre de trimestres. Alors, 200 à 300 000, c'est un niveau qui est assez nettement supérieur à la moyenne historique. Mais 100 000, on revient sur la moyenne long terme, mais on revient sur la bas de fourchette de la moyenne long terme. Donc, le marché de l'emploi américain commence à montrer des signes de faiblesse. Et ces signes de faiblesse, on les retrouve dans le taux de chômage, sur la courbe bleue en bas à gauche, avec un taux de chômage US qui est passé de 3,4 à 4,3% sur les derniers mois. Hein, donc, le taux de chômage américain, il envoie des petits signaux qui plaisent assez moyennement à la Banque centrale américaine. Alors, on vous a mis aussi le taux de chômage européen. Vous voyez que le taux de chômage européen en orange, il est stable, il ne montre pas de signe de faiblesse. Alors, il est plus élevé, mais en tout cas, il reste au niveau historiquement bas de 6,4% et il ne montre pas d'indication de détérioration. En revanche, aux États-Unis, ça se détériore. Et on voit sur le graphique de droite que les postes disponibles se réduisent. Alors, ils sont toujours à des niveaux élevés, mais ils se réduisent et les taux de démission baissent aussi. Donc, on a ces quelques éléments qui ne sont pas encore alarmants, mais qui montrent une tendance à la dégradation. Et cette tendance à la dégradation, on le verra tout à l'heure, c'est clairement un signal que la Fed regarde énormément, parce que la Fed, évidemment, elle sait très bien que marché de l'emploi égale consommation égale croissance du PIB. Sur la Chine, bon, on a la même situation qu'il y a 9 mois, c'est-à-dire toujours un problème avec le marché immobilier qui pèse sur la confiance du consommateur, un gouvernement qui ne fait pas de relance. Vous voyez sur le graphique de gauche que le credit impulse, c'est-à-dire la relance économique par les crédits et par les liquidités, il n'y en a pas. Donc le gouvernement ne fait pas vraiment de relance. Et quand il n'y a pas beaucoup de relance et quand il n'y a pas de création de monnaie, sur le graphique de droite, on voit la corrélation entre la masse monétaire et le PIB en noir. Et on voit que quand il n'y a pas de création de masse monétaire en vert, le PIB a tendance à se réduire. Donc, on continue d'avoir une Chine qui est un petit peu faible. Maintenant, la finalité de tout ça, c'est que on a une économie européenne qui est pas flamboyante, avec une croissance assez faible. On a une économie américaine qui n'est pas du tout alarmante, mais avec un ralentissement qui semble se dessiner, et une économie chinoise qui n'est pas problématique, mais qui pour l'instant reste dans des croissances qui sont un petit peu insuffisantes pour nourrir les exportations, notamment par exemple de l'Allemagne, et donc qui ne sert pas de moteur économique. Et donc, on a des banques centrales qui commencent à changer de politique pour essayer de soutenir la croissance économique. Donc, vous voyez que à gauche, on a eu des hausses de taux d'intérêt très importantes ces dernières années, aussi bien de la part de la Fed en bleu que la BCE. Donc, on a des taux d'intérêt qui sont très élevés, à 5,5 aux États-Unis et à 4,25 en Europe, sur la fourchette hausse. L'Europe a déjà commencé à baisser ses taux d'intérêt. Et la Banque centrale américaine a clairement annoncé qu'ils allaient commencer à baisser leurs taux d'intérêt parce qu'ils ne veulent plus que le marché de l'emploi se dégrade. Donc, on est maintenant clairement parti pour une séquence de baisse de taux d'intérêt de la part des banques centrales mondiales. Et en ce qui concerne la Fed, clairement pour soutenir le marché de l'emploi. Et les consensus sont dorénavant sur des baisses de taux d'intérêt prévues de 120 BP, donc 1,2% avant la fin de l'année pour la Fed, donc ce qui amènerait les taux d'intérêt de la Fed aux alentours de 4,3%. Et pour l'Europe, ça sera un petit peu plus graduel parce qu'il y a encore quelques signes d'inflation qui sont un peu supérieurs, notamment l'inflation des services. Et puis parce que pour l'instant, en Europe, d'abord, on a tendance à être un peu plus modéré dans tous nos mouvements de taux que les Américains. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de signe de dégradation, même si on a une croissance qui est plus faible, on n'a pas de signe de dégradation. Donc en Europe, on est plutôt sur 0,6% de baisse de taux d'intérêt. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des taux d'intérêt de la part des banques centrales qui sont très élevés, donc un potentiel de baisse de taux d'intérêt très élevé. Et évidemment, quand les taux baissent, ça encourage les acteurs économiques à faire plus de crédit, donc à investir, à consommer, et puis ça baisse évidemment le coût de la dette
existantes pour tous les acteurs économiques, donc ça allège aussi les charges financières. Maintenant, la grande question que se posent tous les observateurs, c'est est-ce que ces baisses de taux d'intérêt arrivent à temps pour confirmer que le scénario central reste un scénario d'atterrissage en douceur, ou est-ce que ces baisses de taux d'intérêt arriveront trop tard et ne pourront éviter la récession? Puisque sur le graphique de droite, on a remis l'historique un peu plus long terme, enfin on a remis l'historique des évolutions de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine pour montrer que à chaque fois qu'il y avait, ou presque à chaque fois qu'il y avait des hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque centrale américaine, même si c'était suivi par des baisses de taux d'intérêt, ben souvent, les baisses de taux ne permettaient pas d'éviter les récessions, qui sont les barres en gris. Et donc, sur les 4 dernières phases de hausse de taux d'intérêt, 3 fois, il y a eu des récessions qui s'en sont suivies parce que les baisses de taux d'intérêt, elles produisent des effets, mais souvent elles produisent des effets avec du retard. Et donc, c'est très difficile pour les banques centrales de bien juger à quel moment il faut baisser les taux d'intérêt pour équilibrer l'inflation et la relance économique. Donc, la question reste entière de est-ce que les taux d'intérêt vont arriver suffisamment vite pour soutenir l'économie, mais pour soutenir l'économie suffisamment rapidement pour éviter que l'économie américaine ralentisse trop fort et rentre en récession. Merci Damien, c'est très clair. On verra d'ailleurs cet après-midi ce que décide la Banque centrale européenne. Je crois qu'une baisse de taux est quasiment actée, en tout cas par les investisseurs, mais on suivra ça avec intérêt. Maintenant qu'on a fait ce panorama un peu macroéconomique, on comprend bien qu'on change un peu de paradigme. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de conséquences pour les investisseurs, les classes d'actifs, et on commence par les obligations? Alors, on commence par les obligations parce que c'est évidemment les plus sensibles directement au taux d'intérêt. Alors, comme on vient de l'évoquer, la tendance sur les taux directeurs, c'est une tendance à la baisse. Alors, les marchés ont commencé déjà un petit peu à anticiper ces baisses de taux d'intérêt et un éventuel ralentissement économique. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche avec les taux à 10 ans des États. Et on voit que depuis 9 mois, ces taux d'intérêt ont déjà commencé à bien baisser, puisqu'on était par exemple sur l'Allemagne à 3,5 et que maintenant on est à 2,9% sur le taux à 10 ans, et que sur la France on était à 3 et qu'on est tombé à 2, et sur l'Allemagne, pardon, c'était la France à 3,5 à 2,9, et sur l'Allemagne on était à 3 et on est descendu à 2,2. Donc on a déjà une baisse des taux d'intérêt sur les marchés. Et puis on a parallèlement à ça, une baisse des primes de risque sur les dettes obligataires des entreprises privées, puisque finalement depuis 2 ans, on a des économies qui sont assez solides et des entreprises qui ont publié des très bons résultats, donc des risques de défaut d'entreprise qui sont très bas, puisque à bilan 5 correspond, j'allais dire, des risques inférieurs. Donc on a eu un contexte obligataire qui a été très favorable depuis 2 ans, puisque les marchés obligataires réagissent, 1, aux taux sans risque, qui sont les taux des États, et 2, aux primes de risque. Ce qu'on vient d'évoquer sur les banques centrales et sur l'évolution des taux et sur l'inflation un peu plus tôt, peut laisser envisager une poursuite de la baisse des taux d'intérêt, qui serait une bonne nouvelle pour les obligations, puisque les obligations, la règle générique assez basique, c'est quand les taux baissent, les obligations gagnent en valeur, et quand les taux grimpent, les obligations perdent de la valeur. Donc c'est exactement pour ça qu'en 2022, le marché obligataire avait subi un crack. C'est parce qu'on a vu des taux d'intérêt qui avaient très très nettement progressé, donc ça avait provoqué une baisse de valeur des obligations. Et on est encore et maintenant on est donc sur la phase inverse, c'est-à-dire des taux qui baissent, dans un contexte où les économies restent malgré tout assez solides, donc un contexte encore assez favorable au marché obligataire. Et vous voyez sur le graphique de gauche, alors on a dit tout à l'heure que les banques centrales avaient beaucoup de marge de manœuvre pour baisser les taux d'intérêt, et vous voyez que sur le graphique de gauche, on a des taux d'intérêt, malgré la baisse de ces derniers mois, qui restent encore relativement élevés par rapport à l'histoire récente, et donc qui ont encore du potentiel de baisse à notre sens. Alors, on n'est pas en train de dire que les taux vont revenir à zéro, ce qui était le cas en 2020-2021. Mais en revanche, en cas de ralentissement économique, ces taux ils peuvent continuer à baisser. En cas de ralentissement économique et de baisse de l'inflation, pour nous, les taux n'ont pas de raison de repartir à la hausse.
Donc, on est dans une situation encore assez confortable sur la partie taux d'intérêt et primes de risque sur le marché obligataire. Alors, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on a eu une bonne année sur les marchés obligataires. Et dans le contexte que je viens d'évoquer, on n'a pas de raison de voir un changement de direction sur les sous-jacents obligataires, que ce soit les obligations d'État, qui, elles, sont sensibles uniquement à la partie taux d'intérêt des États, et pas de changement prévu non plus sur l'orientation des obligations privées, qui, elles, sont sensibles à la fois au taux d'intérêt des États et aux primes de risque. Et dernière chose, pourquoi est-ce qu'on aime bien encore le marché obligataire dans le contexte actuel? C'est que, évidemment, la baisse des taux d'intérêt de ces derniers mois, ça s'est traduit par une baisse des rendements quand on achète des obligations aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous regardez les rendements sur les différentes classes obligataires sur ce graphique, vous avez en bleu les rendements à fin 2021, en turquoise les rendements en octobre 2023 et en vert les rendements cet été. Vous voyez que entre fin 2023 et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont un petit peu baissé. Donc, quand on achète des obligations aujourd'hui, on a un peu moins de rendement. Mais on a un rendement qui demeure très satisfaisant, puisque sur l'investment grade, par exemple, alors là, c'était 3,6% en juillet, mais ça a un petit peu baissé en septembre. On est plutôt à 3,4%. Sur le haut rendement, donc c'est l'avant-dernier, les avant-dernières barres sur la droite, celle qui s'appelle rendement HY, on est à un peu plus de 5% de rendement sur la classe obligation à yield. Donc, on est encore sur des rendements et des portages qui nous paraissent tout à fait satisfaisants et élevés avec une volatilité faible. Et surtout, on est sur des rendements qui sont nettement supérieurs à l'inflation. Donc, en achetant des obligations aujourd'hui, on a la perspective d'un rendement supérieur à l'inflation et on a la perspective éventuellement de faire un peu de plus-value si jamais les taux continuent de baisser. Donc, pour nous, l'investissement obligataire reste un très bon ratio risque-rendement. Merci Damien. Avec, comme tu le disais, un momentum intéressant, puisque évidemment, si les baisses de taux interviennent rapidement et que les taux longs le reflètent, effectivement, les rendements risquent de baisser assez vite. Qu'en est-il maintenant sur les marchés actions? Alors, sur les marchés actions, comme on le dit tout à l'heure, on a plutôt une année correcte, même si sur l'Europe, c'est un petit peu moins bien. Mais il y a clairement un regain de volatilité. Il y a eu un premier choc de volatilité au début du mois d'août et on vient de subir un deuxième choc de volatilité au début du mois de septembre. Et en fait, ces deux chocs ont à peu près exactement les mêmes raisons. Et paradoxalement, tout à l'heure, on a dit que la partie manufacturière était très faible, enfin représentait une part mineure dans la croissance économique. Et pourtant, une des principales raisons qui ont provoqué la chute du début du mois d'août et qui ont reprovoqué une chute au début du mois de septembre, c'est l'indicateur avancé américain sur la partie manufacturière. Et pourquoi est-ce que ça a provoqué une chute? C'est parce que les investisseurs se sont focalisés non pas tellement sur la partie manufacturière en tant que telle, mais ils se sont focalisés sur la partie nouvelle commande. Et la partie nouvelle commande que vous voyez ici en orange, elle s'est dégradée au mois de juin. Il y avait eu un petit rebond au mois de juillet et elle s'est redégradée au mois d'août pour tomber à 44,6. Et si vous mettez… et en fait, le raisonnement des investisseurs, c'est… donc, vous avez des nouvelles commandes qui se dégradent. Donc, évidemment, ça pose un petit peu la question de l'évolution de l'économie américaine. Et si vous rajoutez des chiffres sur les marchés de l'emploi qui commencent à se dégrader aussi, les deux mis bout à bout ont commencé à faire monter un peu le stress des investisseurs sur est-ce que le scénario d'atterrissage en douceur est toujours valable ou est-ce que en proportion, le scénario d'un atterrissage un peu plus brutal de l'économie américaine ne devient pas un peu plus élevé. Donc ça, c'est ce qu'il y a, c'est exactement les deux mêmes chiffres qu'il y a eu au début du mois d'août et au début du mois de septembre, c'est ISM, nouvelle commande, et chiffres sur les marchés de l'emploi qui ont été un peu décevants et qui ont continué de montrer une dégradation. Et les deux ont provoqué une chute des marchés.
Et en fait, ces deux chiffres ont aussi poussé la réflexion sur les banques centrales et sur la façon de réagir des marchés aux banques centrales, parce que naturellement et historiquement, les investisseurs ont tendance à se dire, bon, quand les banques centrales montent les taux d'intérêt, c'est mauvais pour les marchés financiers parce que ça fait ralentir l'économie, pour dire les choses très simplement. Et à l'inverse, quand les banques centrales baissent les taux d'intérêt, c'est super parce que c'est de la relance économique, donc ça fait monter les indices boursiers. Et en fait, on a commencé à voir apparaître un certain nombre de réflexions et d'analyses de l'historique qui montrent que, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand les banques centrales commencent à baisser les taux d'intérêt, c'est pas forcément, ça ne rime pas forcément avec une hausse des marchés financiers. En fait, le plus important, ça reste la croissance économique. Si les banques centrales baissent les taux d'intérêt et que ça permet à la croissance économique de tenir et de repartir de l'avant, c'est très positif pour les marchés financiers. En revanche, si les banques centrales baissent les taux d'intérêt, mais qu'elles n'arrivent pas à juguler le ralentissement économique et que la première réaction, enfin, ou en tout cas que l'économie continue à se dégrader malgré les baisses de taux d'intérêt, à ce moment-là, c'est négatif dans un premier temps pour les bourses. Et c'est ce que montrent ces deux graphiques, c'est que vous avez en bleu foncé la réaction du S&P 500 après la première baisse de taux d'intérêt. En bleu foncé, c'est si l'économie se porte bien, ben les marchés grimpent. En revanche, en bleu clair, si l'économie continue de se dégrader à la suite de la première baisse de taux d'intérêt, les marchés se dégradent. Et vous avez la même chose sur le graphique de droite sur l'Europe. Les trois barres de droite, c'est si jamais l'activité est en baisse, quand les taux baissent, les bourses baissent. Et à gauche, en revanche, si l'économie se résiste bien, les bourses montent. Et en fait, c'est pour ça que les marchés financiers ont changé de psychologie. Hein, depuis 2 ans, quand il y avait des bonnes nouvelles économiques, les marchés s'inquiétaient, paradoxalement, parce qu'ils avaient peur que ça provoque de l'inflation. Et quand il y avait des mauvaises nouvelles économiques, ils étaient contents parce qu'ils disaient les banques centrales vont baisser les taux d'intérêt, donc ça va faire monter les marchés. Et en fait, le marché est revenu sur un raisonnement beaucoup plus sain qui est les bonnes nouvelles économiques sont des bonnes nouvelles pour les marchés et les mauvaises nouvelles économiques sont des mauvaises nouvelles pour les marchés. Alors maintenant qu'on a vu un peu cet aspect psychologique, d'un point de vue plus fondamental, les actions européennes au niveau de valorisation, elles sont à des niveaux très raisonnables. Hein, là, on est revenu sur 10 ans et on est sur le PER de marché, donc le ratio qu'on utilise le plus fréquemment et qui est le plus simple à comprendre. C'est le nombre d'années de bénéfices qu'on paye une entreprise. Et aujourd'hui, le marché européen, il se paye 13 années de bénéfices, ce qui correspond à peu près à la moyenne historique. Donc, rien à dire au niveau valorisation sur les marchés européens. Sur les marchés américains, on est sur des niveaux un peu plus élevés. Hein, vous voyez, sur le S&P 500, on est à un peu plus de 20 années de bénéfices. Sur les valeurs moyennes, on est à 25. Et sur le Nasdaq, qui a un peu souffert ces derniers temps, on est également à 25. Alors, la moyenne 10 ans hein, sur les indices américains, c'est pour le S&P 18. Donc, on est un peu au-dessus des moyennes de ces 10 dernières années. Et sur le Russell et le Nasdaq, on est à 25 et 24. Donc, on n'est pas si éloigné des moyennes historiques que ça sur le Russell et sur le Nasdaq. Bon, sachant que depuis 4 ans, ces moyennes historiques sur 10 ans sont un peu gonflées par les 5 dernières années. Mais donc, on est sur des niveaux élevés sur les marchés américains, mais on n'est pas non plus, on est clairement pas sur des niveaux de bulle, sachant que il faut rappeler que aussi bien le S&P que évidemment le Nasdaq sont tirés par les grosses valeurs technologiques et ces grosses valeurs technologiques ont enregistré des croissances de résultats phénoménales ces dernières années. Donc, les marchés ont beaucoup grimpé, mais ils ont beaucoup grimpé parce que les résultats des sociétés qui tirent ces indices ont aussi eu des résultats qui ont beaucoup grimpé. Donc, il y a quand même une certaine logique derrière ces mouvements de marché. Maintenant, le petit élément qui nous plaît moins et qui nous rend un peu prudents à nouveau sur les prochaines semaines, c'est les prévisions de résultats sur les entreprises aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors, l'année 2024 est pratiquement terminée, hein, donc les prévisions de résultats 2024, j'allais dire, elles nous intéressent moins, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la croissance attendue des résultats en 2025. C'est la dernière barre sur le S&P à gauche et sur l'Europe à droite.
Et ce que ça nous montre, c'est que les investisseurs attendent 16% de croissance de résultats en 2025 sur les États-Unis et 12% en Europe. Alors, c'est des niveaux qui sont extrêmement élevés. Hein, historiquement, on atterrit souvent sur des niveaux, pour les États-Unis, on va dire autour de 10%, et sur l'Europe, plutôt sur des niveaux autour de 6-8%. Donc, c'est des niveaux extrêmement vigoureux par rapport, en particulier, à des niveaux de croissance qui, pour l'instant, sont atones en Europe et en train de se réduire aux États-Unis et toujours difficiles en Chine. Donc, ce sont des niveaux de croissance des résultats que nous, on a un peu de mal à imaginer, surtout que les entreprises aujourd'hui ont encore des niveaux de marge qui sont extrêmement élevés, donc elles auront du mal à faire progresser. Donc, pour que ces niveaux de croissance de résultats soient atteints, il faut que ce soit de la croissance de chiffre d'affaires. Donc, pour nous, ces attentes de résultats, clairement, elles sont trop élevées. Et donc, ça sera un frein, à notre avis, dans les prochains mois sur la croissance des marchés financiers. Maintenant, ce qu'on vient d'évoquer, c'est des généralités, j'allais dire que c'est des indices globaux. En sous-jacent, on voulait quand même montrer quelques éléments qui sont assez intéressants, parce qu'il se passe des choses assez intéressantes depuis 3-4 mois. Si on regarde les marchés euros, et ça montre un peu aussi le positionnement et la perception des investisseurs par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'économie, c'est-à-dire qu'en euros, par exemple, on a des secteurs qui traditionnellement sont lourds et sont sous-performants, qui commencent à avoir des bonnes performances. C'est typiquement des secteurs comme la santé, les télécommunications, qui sont des secteurs qui n'intéressaient personne depuis 3 ans, les services publics, donc qui sont des secteurs qui sont potentiellement avec un peu moins de croissance de chiffre d'affaires, avec parfois beaucoup de dettes, donc qui sont sensibles au taux d'intérêt, qui sont des secteurs qui sont considérés comme quasi obligataires pour ce qui concerne les télécommunications et les services publics, et donc qui sont des secteurs avec moins de croissance, moins de volatilité dans leurs prévisions aussi, et qui sont des secteurs qui sont considérés comme extrêmement défensifs. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2-3 mois, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui se portent sur ces secteurs défensifs et qui, en revanche, commencent à vendre les secteurs un peu plus cycliques ou un peu plus à risque, ou alors un peu plus chers, comme la technologie. Vous voyez que depuis 3 mois, la technologie souffre. Le luxe, qui souffre depuis maintenant 6 mois à cause de la Chine, et reste le secteur particulier des banques, qui se comporte bien depuis 2 ans et qui continue de se comporter plutôt pas mal, avec un peu plus de volatilité, mais qui se comporte pas mal. Donc, en sous-jacent, il y a des grosses rotations sectorielles sur les marchés européens, grosses rotations sectorielles vers davantage de défensifs. Donc, c'est que, a priori, il y a quand même un certain nombre d'investisseurs qui pensent la même chose que nous sur les prévisions de résultats des analystes dans les marchés. Et au niveau sectoriel aux États-Unis, on a un peu le même phénomène. Là, on a comparé le S&P équipondéré avec le S&P 500. Alors, le S&P équipondéré, son avantage, c'est qu'il donne beaucoup moins de poids à des Apple, des Microsoft, des Nvidia et des Google. Donc, le équipondéré est beaucoup moins sensible de ce point de vue-là. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2-3 mois, le équipondéré commence à surperformer le S&P 500 large, ce qui veut dire que, en fait, aux États-Unis aussi, les investisseurs commencent à mieux diversifier leur portefeuille et à changer un peu des grosses valeurs technologiques contre des valeurs un peu plus généralistes. Donc, message évidemment sur les actions, vous avez bien compris, c'est un peu de prudence à court terme, mais il y a quand même des choses à faire sur des secteurs sous-jacents. Puis comme tu l'as dit, des niveaux de valorisation qui, somme toute, ne sont pas astronomiques, ni en Europe, ni aux États-Unis. Le plus gros focus se portera, comme tu l'as dit très justement, sur les perspectives de croissance des résultats. Résultats qui sont historiquement très élevés, comme le montrait ton graphique il y a quelques slides, mais effectivement dont les attentes pour l'an prochain sont à ce stade encore très élevées. Alors, dernier point, on va en parler quand même un petit peu parce que ça peut jouer en particulier. Alors, on ne va pas parler de la France qui, sur le plan des marchés financiers, est un village en termes d'impact, même si dans nos vies quotidiennes, l'impact peut être bien plus important. On va en dire 2 mots, mais on a aussi une élection américaine qui arrivera avant la fin de l'année. Je te laisse nous en parler un peu et surtout nous en parler au regard de ce qu'on pourra attendre sur les marchés. Sans faire de pronostic. Évidemment, c'est moins de politique. C'est un élément qu'on maîtrise un peu moins, mais il y a quand même des données concrètes dans les programmes économiques qui nous permettent de faire quelques analyses. Alors,
Sur la France, on va passer rapidement parce qu'on avait déjà fait une analyse approfondie il y a 2 mois. Bon, alors, on a vu qu'on avait un nouveau Premier ministre, mais les turbulences ne sont pas terminées pour autant. Ce matin, on annonce que certains partis, notamment d'extrême droite, sont en train de préparer une remise en cause de la réforme des retraites. Donc, ça va encore rester très compliqué d'un point de vue strictement politique en France. En revanche, ce qu'on voulait souligner, c'est qu'on a vu que le CAC 40 faisait la plus mauvaise performance de pas mal d'indices mondiaux. Au mois de juin, juillet, on pouvait l'expliquer par la dissolution et par certains éléments sous-jacents, notamment de la sous-performance ou de la méfiance concernant des petites et moyennes valeurs. Mais en fait, les fondamentaux sont quand même revenus au premier plan. Et si le CAC 40 sous-performe, c'est pas à cause de la politique. En fait, c'est surtout ça qu'on voulait dire. C'est que la France, elle est sous pression, notamment à cause de la Chine. Et là, on vous a mis sur le graphique de droite les performances des différentes valeurs enfin, les principaux mouvements des valeurs du CAC 40 depuis le début de l'année. Et ce qu'on voit, c'est que les valeurs qui performent le moins bien sur le CAC 40 et qui tirent le CAC 40 vers le bas, c'est certaines valeurs technologiques cycliques comme les semi-conducteurs, qui sont particulièrement sensibles au secteur automobile, par exemple. Deuxièmement, justement, le secteur automobile, qui est en difficulté, et qui est en difficulté notamment à cause de la Chine. On avait encore vu cette semaine un avertissement sur le résultat de BMW à cause des difficultés qu'il a en Chine. Donc, on a en fait pas mal de valeurs industrielles et cycliques qui tirent le CAC 40 vers le bas. Alors, on a ArcelorMittal, par exemple. Donc, on a Stellantis, comme je viens de l'évoquer, ST Microelectronics. Et puis, le deuxième sujet particulier qui concerne la France, c'est le luxe. Comme on vient de l'évoquer, le luxe souffre en bourse. Et vous voyez que parmi les principales baisses du marché, on a LVMH, qui est quand même un très gros poids dans l'indice, puisque ça représente presque 14% de l'indice. LVMH qui est en baisse de plus de 17% depuis le début de l'année. On a L'Oréal qui est en baisse de 18% depuis le début de l'année, qui a quand même une grosse exposition Chine. On a Pernod Ricard qui lui aussi souffre un peu du côté chinois, mais c'est un peu moins le cas pour le luxe. Et on a Kering qui lui perd carrément 40%. Donc on a quand même on a souhaité mettre l'accent sur le fait que le CAC 40 il ne baisse pas à cause de la politique, il baisse à cause de sa composition industrielle. Et donc j'allais dire ça changera pas avec les évolutions politiques qu'il pourrait y avoir dans les prochaines semaines. Le CAC 40, il remontera avec les résultats des entreprises exposées à la Chine et avec une amélioration de la visibilité sur certaines sociétés industrielles, notamment dans le secteur automobile. Maintenant, en ce qui concerne la politique US, alors on a eu un changement assez radical de contexte aux États-Unis, puisque avec l'abandon de la candidature de Joe Biden et l'arrivée de Kamala Harris, les démocrates sont remontés en flèche dans les sondages. Vous voyez sur le graphique la courbe bleue qui représente dans les sondages les intentions de vote de Kamala Harris par rapport à Donald Trump. Et aujourd'hui, Kamala Harris est en tête dans les sondages. Donc la probabilité de victoire, ça reste quand même très très serré. Et puis on sait que la façon de fonctionner des États-Unis est assez particulière de ce point de vue-là. Mais en tout cas, les démocrates sont revenus dans la course. Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est républicain par rapport à démocrate, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des grosses différences de politique en matière d'imposition. Donc, les républicains veulent baisser les taux d'impôt et les démocrates veulent les augmenter. Et rien que sur ce sujet-là, la conséquence directe, c'est les démocrates sont perçus un peu plus négativement par les bourses, parce qu'évidemment, si les impôts augmentent, ça veut dire moins de résultats pour les entreprises et moins de consommation par certaines franges de la population, donc potentiellement une économie qui ralentit. Et donc une élection démocrate pourrait être un peu plus négative pour les marchés boursiers américains. En revanche, politiquement, ça serait une bonne chose pour l'Europe, puisque les démocrates soigneront beaucoup plus leurs alliés que les républicains. Donc, en relatif, les démocrates, potentiellement, ce sera meilleur pour la zone euro, puisque ça provoquera beaucoup moins de perturbations. Et si, en plus, les démocrates provoquent une moindre hausse de l'économie, ou en tout cas pèsent plus sur l'économie américaine, ça peut provoquer une baisse du dollar. Donc,
élection démocrate, pour nous, c'est position relative du marché européen meilleure et potentiellement baisse du dollar. En revanche, républicain, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement économie américaine qui accélère à la hausse, potentiellement un peu de surchauffe, donc un peu de risque inflationniste, renforcement du dollar, et puis mise en difficulté de l'Europe via une politique pas amicale envers les pays historiquement alliés, c'est-à-dire mise en place de droits de douane et des choses comme ça, potentiellement abandon de l'Ukraine. Donc ça veut dire renforcement de l'allocation vers les États-Unis, qui seront une zone beaucoup plus défensive dans le cadre d'une élection républicaine. Donc entre les républicains et les démocrates, au niveau allocation, ça peut potentiellement être un petit peu, peut-être pas le grand écart, mais en tout cas, il y a une grosse différence d'allocation en fonction de la victoire des républicains ou des démocrates. Tout ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, entre un mois avant les élections, les marchés américains ont tendance à être un peu lourds. Voilà. Mais après, en fonction des résultats, effectivement, il peut y avoir des écarts assez importants en matière d'allocation. Merci Damien pour ce dernier point qui concerne la politique. On va se livrer à une courte conclusion et essayer de répondre à quelques questions, sachant qu'il est déjà presque 10 heures. Vous l'avez compris, je pense que ce qu'on vous a présenté a pour objectif d'illustrer que le paradigme un peu macroéconomique a changé. Après, c'est presque plusieurs années d'économie presque en surchauffe avec une inflation vraiment importante. Ce paradigme change. Désormais, l'inflation est globalement sous contrôle, a priori, même si on continuera bien entendu à la suivre avec attention. Et c'est désormais l'atterrissage de la croissance économique dans les différentes zones qui est en question. C'est un nouveau cycle économique qui s'est ouvert et il mérite évidemment une allocation adaptée des actifs et des portefeuilles. Cela veut dire, comme on l'a clairement, je pense, exprimé, un momentum qui est particulièrement intéressant pour les obligations, notamment avant la baisse des taux courts et longs. Cela veut dire sur les actions, probablement un peu plus de prudence, en tout cas à court terme. On pourra éventuellement s'attendre à un peu de volatilité. C'est ce qu'on va suivre dans les prochains mois. Les investisseurs sont très attentifs aux statistiques macroéconomiques et aux mesures de politique monétaire, notamment pour identifier tous les signaux et appréhender le mieux possible ce ralentissement économique. Alors, ce qu'on pense quand même, c'est qu'il y a quelques bonnes forces de rappel ou facteurs qui sont propices à un atterrissage en douceur. Comme on l'a dit, des taux des banques centrales qui sont relativement élevés, donc des munitions pour faire face au ralentissement économique et l'accompagner pour que cet atterrissage se fasse le plus doucement possible. Une situation en particulier aux États-Unis où la croissance économique reste solide, hein, et donc même si elle ralentit, on part d'un point plus haut, donc ça permet effectivement de voir venir. Et puis un endettement des entreprises relativement bon et quasiment une situation de plein emploi. Donc plusieurs facteurs. Ça n'a pas toujours été le cas. Bien souvent, on a craint, notamment avant Covid, des périodes de récession en partant sans taux d'intérêt de banque centrale élevé et sans croissance économique robuste. Donc, on pense que ces éléments-là sont plutôt propices et notre scénario central est plutôt celui d'un atterrissage relativement maîtrisé de nos économies. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il y aura évidemment beaucoup de choses à suivre dans les prochains mois, sans oublier, comme tu viens de le dire, des élections, et notamment les élections américaines en particulier, qui ne manqueront pas d'avoir un impact là aussi sur les marchés, qui appelleront les stratégies d'investissement, les allocations, les choix tactiques à évoluer. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire ce matin. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Damien, est-ce que tu en as choisi une ou deux? Moi, j'en ai une ou deux en tête, mais est-ce que tu en as une ou deux auxquelles tu souhaites répondre avant qu'on... Oui, alors il y a une question qui n'est pas évidente, mais qui est assez récurrente, que j'ai vu passer un certain nombre de fois. C'est le sujet évidemment de l'endettement des États, alors qui reste un sujet récurrent, hein, quand même, il faut le rappeler, depuis 15 ans, hein, puisque on rappellera qu'au début des années 2010, on avait déjà eu des crises de la dette des États, donc avec des raisonnements et des craintes qui étaient celles qui commencent à monter aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que les États sont trop endettés? Alors oui, évidemment, c'est un sujet. Les États sont trop endettés. Les charges financières augmentent très, très fort. Hein. On a par exemple, les charges financières de l'État américain qui sont de 3 milliards de dollars par jour. Donc, on va atteindre des niveaux de 1000 milliards de dollars par an aux États-Unis de charges financières. Donc, évidemment, il y a un sujet, et ce sujet, il est double. D'abord,
l'argent qui est utilisé pour payer des charges financières, il n'est pas utilisé pour autre chose. Donc, il y a un certain nombre d'observateurs qui, quand ils regardent les charges financières de l'État américain, ils disent que la croissance économique américaine est vouée à se réduire parce que il y aura moins d'argent disponible pour faire d'autres choses que rembourser le crédit. Donc, oui, il y a un sujet de charge financière. La deuxième chose, c'est que, et là, c'est plutôt positif, c'est comme le disait Maxime, bon, on a eu des très fortes hausses de taux ces 2 dernières années qui, clairement, ont pesé sur les charges financières des États, mais le sens de l'histoire, a priori, c'est que ces taux vont recommencer à baisser. Donc, la masse globale de dette a augmenté, ça c'est clair, mais ce qu'on avait déjà évoqué, je pense, dans la dernière réunion, c'est que le plus important en ce qui concerne la dette des États, c'est que le taux d'intérêt moyen sur cette dette ne commence pas à grimper de manière ne commence pas à grimper trop violemment. Et si les taux recommencent à baisser, ça va repermettre aux États de recommencer à s'endetter avec des niveaux de taux d'intérêt plus bas. Donc, bon, oui, il y a un sujet. Maintenant, on pense pas que ça sera un sujet qui fera dérailler les économies ou dérailler les marchés dans les trimestres qui viennent. Ça deviendrait vraiment un problème si les taux d'intérêt restaient élevés pendant longtemps. Mais c'est pas notre scénario. Donc oui, c'est un sujet de stress permanent pour les marchés, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui dirige malgré tout les évolutions des indices. Hein. Ce qui dirige l'évolution des indices, ça reste quand même les résultats des entreprises. Et donc, si les taux d'intérêt baissent, le stress qu'il peut y avoir actuellement et qui a grimpé un petit peu sur l'endettement des États, il va recommencer à se réduire. C'est un petit peu long, mais peut-être deuxième sujet qui est quand même lié à l'endettement des États, et j'ai vu une question passer là-dessus aussi, c'est le déficit public, et les deux évidemment sont intimement liés. Hein, c'est qu'on a des déficits publics qui sont très élevés en Europe, en France en particulier, et aux États-Unis. Et ces déficits publics, la problématique, c'est qu'ils deviennent de plus en plus structurels. Hein, c'est qu'en France, maintenant, on va être à 5% de déficit, avec une perspective de réduction de ce déficit qui, en France en particulier, est très floue parce qu'on n'a pas de gouvernement. Mais aux États-Unis, vous avez un certain nombre d'observateurs qui pensent que le déficit va rester supérieur à 5% sur les 10 années qui viennent. Donc, ça veut dire un niveau d'endettement qui va continuer de grimper. Mais donc, les niveaux d'endettement qui va continuer de grimper et qui va nourrir justement ces inquiétudes sur l'endettement des États. Si les démocrates sont élus, ce niveau d'endettement ce déficit va baisser. Si les républicains sont élus, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais donc, on a ces deux sujets, effectivement, de l'endettement et des déficits, qui restent un sujet récurrent, qui, à court terme, à notre avis, ne sera pas un sujet de stress particulier parce que les taux vont baisser. Mais évidemment, c'est un peu la cocotte minute qu'on surveille comme le lait sur le feu. Merci Damien. Il est 10h05. Je propose qu'on en reste là. On vous promet de répondre à vos questions qui ont été posées dans le chat en réponse par email ou directement auprès de vos gérants privés. Merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. On espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous permettra d'orienter vos choix correctement. Toutes les équipes de Mescar, encore une fois, sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci Damien. Bonne journée à tous.